va la pluie est une série de balados. Elle encourage l'intégration de la gestion des eaux pluviales dans les projets d'aménagement. Le but est de diminuer les impacts des précipitations sur nos milieux de vie. Chaque épisode réunit autour de la table des experts pour souligner des initiatives et des solutions concrètes, en présentant des exemples de réussite, puis en posant des questions précises sur les différentes étapes de production. Où va la pluie veut motiver le changement auprès des dirigeants locaux et façonner nos villes de demain. Dans cet épisode, nous nous demandons en quoi le ruissellement urbain a des effets sur la santé publique. Comment une meilleure gestion des eaux de pluie peut améliorer la santé globale. L'exemple du parc des Sols, situé le long de la rivière Saint-Charles, dans la ville de Québec, offre à cet égard des pistes de solutions. Où va la pluie quand elle s'efface? Rivière lente ou océan en surface? Quel mystère chaque goutte t'entraîne? Où va la pluie dans ce monde incertain? Je me dirige à présent du côté de la ville de Québec où on va découvrir un nouveau système de filtration des eaux et en même temps comment on a pu aussi réfléchir à la nouvelle organisation urbaine et notamment pour un meilleur aménagement de l'espace public. Où va la pluie quand elle s'efface? Rivière lente ou océan en surface? Quel mystère chaque goutte t'entraîne? Où va la pluie dans ce monde incertain? Où va la pluie, épisode numéro 1. Je suis à présent en compagnie d'Alexandre Becker. Bonjour. Oui, bonjour Arnaud. Alors Alexandre, vous êtes conseiller en environnement auprès de la division de la biodiversité et des changements climatiques. Ça, c'est un service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement de la ville de Québec. Aujourd'hui, où se trouve-t-on avec vous? Présentement, on se trouve dans le quartier du Berger, un secteur de la ville de Québec qui est à peu près le centre géographique de la ville. On est plus précisément sur le cul-de-sac du boulevard Neuvial. C'est situe finalement à être aussi par le fait même l'entrée nord du parc des Saules. Quel projet avez-vous pu accomplir ici? Ici, on a pu réaliser un projet dans lequel on a inséré des infrastructures vertes pour la gestion des eaux pluviales et aussi d'autres aménagements pour améliorer le secteur. En fait, au départ, on était dans une rue type entrée de cours de commerce. Il n'y avait pas de signalisation vraiment, pas de gestion des eaux pluviales, pas de balisage pour les piétons, les cyclistes et autres. Donc, c'était vraiment comme une rue qui était en quelque sorte pas calibré pour être un réseau artériel. Puis en plus de ça, ça se situait à être l'accès principal du côté nord du parc des Saules. Quel était l'objectif avec ce projet? L'objectif était en fait de rendre la rue plus confortable pour les piétons, aussi pour les cyclistes. Parce que dans le fond, le parc des Saules, c'est un grand parc qui est traversé par une rivière et on a donc aménagé un corridor cyclable avec une nouvelle passerelle qui permet de relier deux quartiers et d'éviter finalement de faire un grand détour. Donc on avait cet objectif-là de pouvoir améliorer la sécurité des usagers, de rendre aussi l'accès au parc plus attrayant en quelque sorte et aussi de mettre à niveau le système de gestion des eaux de pluie parce qu'il n'y en avait tout simplement pas. Alors comment ça s'est passé justement avec ce système de gestion des eaux de pluie avec, je crois, des modalités autour de l'ANOU, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que l'ANOU? Oui, l'ANOU, en fait, c'est une rigole peu profonde qui sert à recueillir les eaux de pluie qui sont en provenance de la chaussée comme des trottoirs. Une fois que les eaux de ruissellement sont donc captées par l'ANOU, elles sont retenues sur place et sont forcées à s'être infiltrées. Donc, il y a un traitement par le sol et par les végétaux qui est fait. Puis tout ça se fait avant d'être finalement rejeté vers l'environnement ou vers le réseau municipal. Mais dans ce cas-ci, on rejette directement au parc des Saules. Il y a une forme de filtrage, c'est ça, en même temps des eaux? Oui, il y a une sorte de filtrage qui est fait par des relations biophysiques, biochimiques entre le sol, les végétaux et l'eau. Alors Alexandre Becker, combien de temps ça a pris pour mettre en œuvre ce projet entre la conception et la réalisation? L'idéation du projet, jusqu'au moment où il y a eu la livraison du projet, l'acceptation des travaux, ça a duré environ 2 ans. Et pour quel coût? Alors, comment ça représente de transformer comme ça en même temps un aménagement, je dirais, urbain et en même temps donc avec une gestion des eaux de pluie?
Oui, ici, il y a plusieurs coûts qui peuvent être considérés. Il y a les coûts nécessairement en ce qui a trait à la gestion des eaux pluviales, mais aussi il y a beaucoup de coûts qui sont associés avec le nouveau réseau d'éclairage, la signalisation, le mobilier urbain et aussi les autres coûts qui sont associés finalement à je pourrais dire, à la bonne gestion de la circulation pour les différents usagers de la route. Ça représente quoi en chiffres? On est à un projet de l'ordre de plus ou moins 1,5 million. Et comment est-ce qu'on finance un tel projet? Finalement, c'est de l'argent qui est en provenance à la fois du plan des rivières, un plan de vision finalement de la Ville de Québec qui vise à mettre en valeur les différentes rivières de la Ville de Québec, aussi par rapport au plan de vision mobilité ou de déplacement à vélo. Et ultimement, également, on a eu la contribution financière du gouvernement du Québec, qui est un programme d'aide financière qui vise à soutenir les municipalités dans l'intégration d'ouvrages d'infiltration pour faire du contrôle à la source. On était qualifiés et on a reçu une contribution allant jusqu'à 50 du coût des travaux ou des dépenses admissibles associées à la gestion des eaux pluviales. Si on regarde maintenant en termes de santé, là aussi, de quelle manière ce projet a pu permettre une amélioration de la santé globale? Bien, en fait, les ouvrages de gestion des eaux pluviales, comme on a implanté ici, notamment les nous, c'est des ouvrages qui sont végétalisés. Donc, la contribution des végétaux a beaucoup d'effets bénéfiques sur la santé publique par des effets indirects. Notamment, on peut penser à le traitement de la qualité de l'air, la captation des polluants, production d'oxygène. On pourrait parler aussi du confort thermique. On va créer des îlots de fraîcheur, finalement, projection d'ombre au sol. On a aussi des effets qui sont associés avec le confort, je pourrais même dire acoustique. On est près d'un boulevard, donc les nouveaux arbres plantés servent donc à améliorer le confort acoustique. Et puis, par le fait même, directement d'agir sur la gestion des eaux de pluie, bien oui, on a une amélioration de la qualité de l'eau qui est donc rejetée à l'environnement. Ou donc, finalement, cette eau-là qui est rejetée à l'environnement, étant de meilleure qualité, on assure finalement une eau de qualité en eau cours d'eau pour pouvoir permettre la pratique d'activités sportives, récréatives, qui est en contact finalement direct avec l'eau. Et puis, qui dit santé de l'écosystème hydrique, amène justement des populations de poissons. Et à Québec, on est chanceux, on peut pratiquer la pêche en milieu urbain dans plusieurs de nos cours d'eau. Alors un projet enthousiasmant, on a senti votre enthousiasme Alexandre Becker. Je rappelle que vous êtes conseiller en environnement auprès de la division de la biodiversité et des changements climatiques. Ça, c'est un service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement de la Ville de Québec. Merci beaucoup. Où va la pluie quand elle s'efface? Rivière lente ou océan en surface? Quel mystère chaque goutte t'entraîne? Où va la pluie dans ce monde incertain? Alexandre Becker, je propose qu'on se rende de la Ville de Québec jusqu'à Montréal. On va dans l'arrondissement d'Outremont, dans le parc Pierre-Dansereau. On va y retrouver notamment Philippe Robert. Bonjour. Bonjour. Alors Philippe, vous êtes médecin, vous êtes rattaché à la direction de la santé publique à Québec. Également à vos côtés, Hervé Caltran, bonjour. Bonjour. Donc ingénieur et travaillant pour la métropole de Lyon. Pascal Rouillet, bonjour. Bonjour. Urbaniste donc, et présidente fondatrice des ateliers Hublot à Montréal. Philippe Robert, peut-être première question pour vous. On a parlé donc de ce parc des sols à Québec. De quelle manière les aménagements qui ont été mis en place dans ce parc des sols peuvent participer de façon plus globale à l'amélioration de la santé publique? D'abord, c'est des aménagements qui sont verts, hein, donc on parle de verdissement. Le verdissement a beaucoup d'effets bénéfiques pour la santé des gens à proximité. D'abord, ça va réduire l'effet de la chaleur durant l'été. Ça va être de plus en plus fréquent avec les changements climatiques, donc plus de confort. Ensuite, ça favorise l'activité physique, les gens l'utilisent, le loisir aussi. Ça favorise les rencontres, donc c'est souvent des espaces là, pour voir d'autres personnes. Ça va capter l'eau, c'est le sujet de la gestion des eaux, donc diminuer le risque de surverse, par exemple, et donc de contamination de l'eau, améliorer la qualité des eaux récréatives, donc prévenir des contaminations. En fait. Et puis quand on parle de santé, c'est à la fois la santé physique, mais aussi la santé mentale, et c'est vrai que l'eau joue un rôle très important là aussi hein, pour la santé mentale.
Ben oui, puis je pense que c'est les aménagements de la nature, en fait, qui sont favorables à la santé mentale. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les gens qui vivent dans des espaces, dans des quartiers plus verts, par exemple en milieu urbain, ben, vont avoir une meilleure santé mentale, moins de stress, moins de dépression qui est associée. Donc, il y a probablement un effet bénéfique. Puis on le voit même des études qui vont regarder, par exemple, avec des visionnements. Donc, il y a un effet de visionner des images. Donc, ça nous donne une idée sur le mécanisme. Le fait de voir la nature, la verdure, ben ça va c'est apaisant. On le ressent, je pense, la plupart d'entre nous quand on va dans une forêt. Donc, ça se documente. Et donc, il y a un intérêt à verdir. Puis, effectivement, les projets de gestion de l'eau, bien souvent, vont s'accompagner de verdissement. Et cet ensemble-là peut être bénéfique là, pour les gens qui vont se promener, qui vont les voir et en profiter. À Montréal, Pascal Rouillet, de quelle manière justement cette santé physique, mais aussi la santé mentale a pu être prise en considération? Je pense notamment à l'Institut Pinel. Oui, effectivement, sur la réflexion de l'Institut de psychiatrie légale Philippe Pinel, on a pu avoir cette discussion sur la visibilité de l'eau, la visibilité d'animation sur les espaces extérieurs vus depuis les bâtiments. Donc comment on pouvait profiter de ce qui se passe au fil des saisons, comment on pouvait appuyer sur ce qui se passe avec les événements de pluie pour créer une animation, une visibilité qui peut apaiser, qui peut aussi permettre la méditation, qui peut permettre effectivement, comme Philippe l'a dit, là, de se concentrer sur quelque chose, une certaine animation naturelle. Donc ça a beaucoup été réfléchi sur le réaménagement d'un vaste stationnement. Donc l'idéation, parce que c'est un projet qui n'a pas été réalisé à l'heure actuelle, mais l'idéation autour d'un vaste stationnement de plusieurs centaines de véhicules, ou comment on pouvait penser à placer différents ouvrages, donc des placettes inondables, des voies de circulation piétonnes enchâssées les unes aux autres, où là on venait travailler avec la gestion des eaux de pluie, la végétation, et bien sûr toujours cette notion de visibilité de l'eau, du bruit de l'eau, du mouvement de l'eau. Donc vraiment ça a été réfléchi en équipe multidisciplinaire avec les psychologues, les psychiatres et les médecins à l'intérieur bien sûr de l'organisation, et puis les équipes d'urbanistes, d'architectes paysagistes et d'ingénieurs. Donc c'est vraiment cette collaboration multidisciplinaire qui a permis de travailler l'eau cette fois-ci sous l'angle de la santé davantage mentale. Hervé Caltran, à Lyon aussi, il y a des initiatives qui ont été prises, plusieurs initiatives de différentes natures. Je pense notamment au quartier Lyon-Pardieu, où là aussi on a essayé de mettre en œuvre à travers des rafraîchissements, notamment de cette amélioration générale de la santé. Oui, c'est essentiellement la rue Garibaldi sur lesquelles il y a des mesures qui ont été faites sur la diminution de la température pour lutter contre les îlots de chaleur et retrouver des îlots de fraîcheur urbains. C'est essentiellement ce qui va nous guider à la métropole de Lyon. C'est arriver à gérer l'eau pour l'infiltrer et se servir des végétaux comme des climatiseurs de ville. Alors c'est quelque chose qui est en plein développement. C'est assez compliqué de savoir effectivement les gains de température. On annonce 1 degré, 8 degrés en température ressentie quand il fait très chaud. Donc 8 degrés, c'est considérable. Alors 8 degrés, oui, c'est considérable en fonction de l'orientation de la ville. Alors c'est un travail qui est un petit peu spécifique puisqu'on va arroser les arbres vraiment quand on est en période de canicule décidée par le préfet, et on va forcer l'évapotranspiration des arbres. Alors c'est quelque chose qui est vraiment en développement parce que l'aérologie, l'orientation de la rue, tout ça c'est en train de changer. Comment est-ce qu'on force l'évapotranspiration des arbres? On va arroser les arbres quand il fait très très chaud, et quand il fait très chaud, normalement sous les feuilles des arbres il y a des petites stomates, donc c'est des ouvertures qui permettent aux végétaux d'évaporer l'eau. Donc quand il fait très chaud, les arbres comme les êtres humains arrêtent de transpirer, et là on va réamener de l'eau en ville. Donc l'intérêt c'est de stocker de l'eau pour arroser, pour que tout ça puisse se remettre en route et arriver à rafraîchir la ville. Donc ça c'est la partie plutôt santé physique. Sur la santé mentale, on travaille pas beaucoup, c'est pas trop travaillé. On sait qu'il y a des effets très bénéfiques sur la santé mentale. C'est pas quelque chose qui est mis en avant. Et l'autre chose qui est mise en avant, c'est aussi la qualité de l'eau. Éviter d'avoir de l'eau qui va déborder des égouts et qui va peut-être potentiellement créer des maladies. Voilà. Éviter les débordements, éviter aussi peut-être l'eau stagnante, parce que là aussi, docteur Philippe Robert, l'eau stagnante a des incidences préjudiciables pour la santé en général. Mais effectivement, les eaux stagnantes, là, lorsque ça dure plus de quelques jours, favorisent la croissance des moustiques. Donc, au Québec, par exemple, c'est le virus du Nil qui peut être transmis par les moustiques, mais ailleurs dans le monde, d'autres maladies là, également. Puis avec les changements climatiques, on sait aussi que les aires de répartition des moustiques changent. Donc, il y a des moustiques qui vont arriver, des nouvelles espèces plus au nord, par exemple. Alors oui, c'est une autre raison de prévenir leur prolifération.
Alexandre Becker, comment est-ce que justement ce projet que vous avez mis en place au Parc des Sols à Québec pourrait être peut-être généralisé pour l'ensemble de la province ou voire même servir de modèle ailleurs? Oui, ben, en exerçant un projet comme le projet de la rue Neuvial, on a pu finalement favoriser l'infiltration des eaux de pluie, donc réduire les volumes d'eau qui étaient acheminés jusqu'au cours d'eau. Donc, en réduisant ces volumes-là, ben, on recharge la nappe phréatique, puis ça permet d'avoir des débits nécessaires pour pouvoir faire des activités physiques en pleine canicule l'été, là, au moment où ce qu'on a le plus envie d'avoir le contact avec l'eau. Donc, ça permet aussi, cette infiltration-là, de traiter et d'améliorer la qualité de l'eau. Donc, l'eau, je pourrais dire qu'il sert à des fins récréatives et de meilleure qualité, puis on a donc l'opportunité de pouvoir y faire nos activités récréatives sans danger. Puis, au-delà de ça, ben, dans d'autres municipalités, et comme pour Québec, c'est le cas de la protection de la prise d'eau. Quand on a des eaux de surface, l'eau brute, quand on la puise, il faut qu'elle soit de bonne qualité dès le départ pour éviter d'avoir des coûts de traitement énormes puis d'avoir certains risques au niveau de défaillance du traitement. Donc, plus l'eau brute est de qualité, mieux c'est. Alors, quand on traite la gestion des eaux de pluie avant son rejet à l'environnement, c'est un gain pour toute la collectivité. Pascal Rouillet, vous accompagnez donc un certain nombre de projets, justement. On prend en considération évidemment généralement la dimension économique, la dimension écologique. Est-ce qu'on prend suffisamment en considération le facteur lié à la santé en général lorsqu'on pense comme ça des projets pour la gestion des eaux pluviales? Effectivement, non, ça devient un critère de seconde ligne puisque tout est géré par portefeuille séparé, surtout dans les grandes municipalités où on va gérer les eaux pluviales avec un certain portefeuille qui est différent de celui avec lequel on gère nos enjeux de santé, par exemple. Donc, bon, l'argument de la santé, quand on arrive comme concepteur à dire, regardez, il y a un bénéfice sur la santé, il devrait être pris en compte dans le calcul économique ici. Oui, mais c'est pas notre portefeuille. Donc oui, on comprend qu'on peut faire des économies sur la santé, mais ce n'est pas notre portefeuille. Donc ça devient finalement un petit bonus. Alors que ça ne devrait pas être le cas parce qu'il y a beaucoup d'études qui ressortent aussi au niveau sécurité des biens et des personnes. Hein. Ça devient un stress important. Mes collègues commençaient à en parler, mais quand nos réseaux débordent, hein, oui, quand ça déborde et que ça déborde dans nos milieux naturels, c'est quelque chose parce qu'on impacte nos milieux de récréation, mais quand ça déborde des réseaux vers les habitations, vers les espaces publics, là, ça crée un stress quand même très présent. Et ce stress-là, c'est sûr qu'on est capable de participer à le diminuer en mettant en place différents ouvrages, infrastructures de gestion des eaux de pluie. Bon, alors ça devrait être un argument en soi de dire on vient diminuer le stress qui est un enjeu majeur quand même sur la santé. Alors on arrive avec ces solutions-là aussi à apporter d'autres solutions qui diminuent d'autres stress, hein, notamment si on est capable de travailler sur des cycles de récupération, réutilisation des eaux de pluie pour des besoins en eau potable ou non potable. On a plusieurs municipalités à peine une demi-heure de route de Montréal, hein, très très proches, qui n'ont pas accès à l'eau potable actuellement, que ce soit pour se laver ou pour se nourrir. Alors là, des collaborations avec des personnes, des homologues de Philippe ici au niveau de la direction de la santé publique nous interpellent comment on est capable de travailler sur la gestion et l'intégration des eaux pluviales, les récupérer puisqu'on manque d'eau dans nos nappes et dans nos puits, pour avoir une eau moindrement filtrée de qualité et venir la récupérer et la réutiliser pour des besoins tels la douche et l'alimentation. La santé devrait être une question centrale pour les décideurs, effectivement, sur ce sujet. Le mot de la fin, peut-être avec vous, Philippe Robert. Comment est-ce que vous envisagez l'amélioration de la santé générale à travers ces différents projets? Qu'est-ce qu'on devrait faire concrètement pour davantage tenir compte de cette santé générale et pour peut-être inciter davantage les décideurs publics à s'engager dans des projets qui, in fine, concernent aussi notre santé générale? Mais je pense d'abord sur le comment, il y a eu plusieurs experts dans les balados qui ont pu témoigner justement des moyens de le mettre en œuvre. Maintenant, c'est peut-être d'avoir le dialogue sur les liens avec la santé, les bénéfices, puis surtout le bien-être, hein, parce qu'au final, les décideurs habituellement travaillent pour la qualité de vie des gens et leur bien-être plus général, pas seulement pour la santé dans le sens de maladies physiques. Et c'est sûr que c'est toujours difficilement quantifiable. Hein. On peut se servir, il y a des cas d'espèces un peu partout, on peut les documenter, mais après, je pense que c'est d'avoir une vision assez globale
globale de la situation. Peut-être je donnerai quelques exemples concrets. On a parlé tantôt d'inondations. Donc, on sait, il y a eu des études dans les inondations, pas par refoulement, mais débordement de rivières. Et même plusieurs mois après, les gens inondés ont encore des symptômes de stress post-traumatique élevé, dépression, anxiété. Donc, ça demeure fréquent même plusieurs mois, 1 an après. Et on pense souvent, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Mais la solution, c'est surtout d'éviter que ça arrive là, à la base en premier. Donc, je pense que là, il y a quelque chose. Ensuite, la qualité de l'eau. On est chanceux, l'eau est de bonne qualité au Québec en général, mais on ne voit pas nécessairement comme citoyen tous les efforts qui sont faits en amont pour s'assurer de ça. Puis on a, je pense, appris d'événements qui sont arrivés dans les années 90-2000. Peut-être que des gens, ça fait longtemps quand même, mais ce qui s'est passé à Walkerton en Ontario, donc c'était dans une petite ville, environ 4 à 5 000 personnes, puis plus de 3 000 personnes qui ont été malades d'un coup. Et c'est souvent la plupart des éclosions comme ça sont liées à des fortes pluies, des très fortes pluies qui dépassent les capacités des traitements. Je ne dis pas que ça va arriver au Québec où c'est imminent, là, mais c'est vraiment l'idée qu'il faut plusieurs barrières pour éviter que ça arrive. Donc oui, le traitement, la surveillance, mais aussi la qualité des sources en amont. Et ça contribue à la sécurité parce qu'au final, l'eau, c'est essentiel. Hein. On peut pas, si l'eau d'une ville est contaminée, ça peut être, puis on l'a vu aux États-Unis à Milwaukee, là, des centaines de milliers de personnes qui peuvent être malades si soudainement il y a une contamination. Donc c'est un immense risque qui doit être géré. À date, il est très bien, là, ça va bien, mais toujours éviter que ça se détériore où ça arrive. Puis on retient également que la santé, c'est le bien-être. Le bien-être doit être davantage mis à l'avant et est synonyme également de santé. Merci beaucoup à nos intervenants de nous avoir parlé donc de santé publique et de voir comment, à travers l'eau de ruissellement, la santé publique est directement concernée. Alexandre Becker, conseiller en environnement pour la ville de Québec, Pascal Rouillet, urbaniste, présidente fondatrice des ateliers Hublot à Montréal, Hervé Caltran, ingénieur pour la métropole de Lyon et Philippe Robert, médecin à la direction de la santé publique de Québec. Merci beaucoup à tous les quatre. Où va la pluie quand elle s'efface? Rivière lente ou océan en surface? Quel mystère chaque goutte t'entraîne? Où va la pluie dans ce monde incertain? Les invités de la discussion étaient Alexandre Becker, conseiller en environnement auprès de la division de la biodiversité et des changements climatiques, auprès du service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement de la ville de Québec, Philippe Robert, médecin, auprès de la direction de la santé publique de la ville de Québec, Hervé Caltran, responsable de l'unité gestion du patrimoine à la direction du cycle de l'eau de la métropole de Lyon, et Pascal Rouillet, urbaniste, présidente fondatrice de les ateliers Hublot à Montréal. Le balado Où va la pluie est une production de l'Entente Co-Pluviale portée par les ateliers Hublot, la ville de Montréal, le GRÉ qui est le groupe de recherche Rhône-Alpes sur les infrastructures et l'eau, l'OTU qui est l'observatoire de terrain en hydrologie urbaine, la métropole du Grand Lyon, la ville de Québec et Réseau Environnement. Nous remercions pour sa participation financière la ville de Québec. Réalisation de ce balado, Arnaud Decroix.